l'occasion du festival L'Histoire à venir, du 22 au 26 mai 2024 à Toulouse, la librairie Ombre Blanche, co-organisatrice de la manifestation depuis 7 ans avec le Théâtre Garonne, l'Université de Toulouse-Jean Jaurès et les éditions Anacarsis, accueillait dans le cadre de la thématique pérenne Écrire l'histoire, l'historienne du genre, du corps et des sensibilités Aïcha Limbada, membre de l'École française de Rome, spécialiste de l'histoire sociale et intime de la nuit de noces et du mariage, autour de la publication de son ouvrage aux éditions La Découverte, La nuit de noces, une histoire de l'intimité conjugale. Cette rencontre était animée par Samuel Péricot de la librairie Ombre Blanche. Donc bonjour, merci à vous d'être là, de bon matin. Je me faisais la réflexion ce matin que se retrouver à 10h30 pour parler de la nuit, c'était quelque chose de très étrange, mais je pense que vous avez certainement passé une meilleure nuit et eu un réveil peut-être moins brutal que la plupart des personnes dont on parlera pendant 1h30. Un peu moins avec Aïcha Limbada, que je remercie d'être venue très chaleureusement, que je remercie aussi parce qu'on m'a demandé d'animer la rencontre autour de la présentation de son livre, donc La nuit de noces, une histoire de l'intimité conjugale, qui a été publié par les éditions La Découverte. Je pense que j'aurais pas été vers le livre si on m'avait pas demandé d'animer la rencontre. Et des fois, on se retrouve à lire un grand livre. Il se trouve que c'est le cas. Voilà. Donc ça nous arrive à tous, hein, on est lecteurs, mais là, on vient pour parler d'un grand livre ce matin. Bon, après cette présentation un peu solennelle, excusez-moi, Aïcha Limbada a abordé l'histoire des nuits de noces, donc de ce moment qui suit les cérémonies du mariage. La cérémonie du mariage qui était au XIXe siècle. Alors on abordera la période que tu as choisie, qui est encadrée notamment par des lois très précises, donc je pense que c'est important dans le cadre de la thématique de cette année d'en parler. La cérémonie du mariage est elle-même extrêmement ritualisée au XIXe siècle et extrêmement publique. C'est-à-dire que on est englobé dans la communauté lors des fêtes et lors de l'acte de mariage, qu'il soit civil ou religieux. Et après ça, le soir, les nouveaux mariés se retrouvent dans l'intimité. Et là, c'est le silence. C'est-à-dire ce qui se passe pendant la nuit de noces, contrairement à ce qui s'est passé pendant le mariage, où il y a énormément de récits, énormément de souvenirs, et on raconte comment s'est passé le mariage, la nuit elle-même qui suit, personne n'en parle jamais. Personne n'en parle jamais après, c'est-à-dire c'est un souvenir qu'on garde pour soi, mais au XIXe siècle, personne n'en parle jamais avant. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de silence assourdissant autour de ce qui doit se passer pendant la nuit de noces. Et surtout auprès des jeunes femmes qui, dans cette période-là, doivent se retrouver en toute innocence, en toute ignorance de ce qui va leur arriver. Et c'est certainement le point de crispation et le moment des chocs et des traumatismes, qui est le moment où on s'affronte à la découverte et à essayer de comprendre, où la femme doit comprendre ce qui va lui arriver, et où on se rend compte qu'en fait ce moment-là lui-même est extrêmement ritualisé et extrêmement organisé par la société. Alors peut-être pour commencer, tu peux nous expliquer pourquoi on organise ce silence
auparavant, pourquoi est-ce qu'on ne raconte pas aux femmes ce qui va leur arriver, et comment on fabrique un silence. Bonjour à tous et à toutes et merci pour l'invitation. Oui, alors comment on fabrique un silence? Pourquoi est-ce qu'on l'instaure? Alors, on ne peut pas dire que toutes les femmes étaient ignorantes de ce qui allait se passer, mais c'est vrai que là, je me suis concentrée sur la période du 19e siècle, qui est une période où ce silence est évoqué comme un problème. Et s'il est évoqué comme un problème, c'est parce que ce problème existe. Donc, beaucoup de femmes, surtout des femmes de la bourgeoisie, de l'aristocratie, mais aussi des femmes d'autres milieux sociaux, d'autres catégories sociales, plutôt dans des milieux très croyants et pratiquants. Beaucoup de femmes arrivent le soir du mariage sans se douter de ce qui va leur arriver, de ce qu'elles doivent faire pendant cette première nuit de noces. Donc elles savent qu'elles vont se retrouver avec leur mari dans une chambre, mais elles ne savent pas pourquoi. En tout cas, certaines ne savent pas pourquoi. Au XIXe siècle, on en parle, des romanciers en parlent de ce problème. Le roman le plus qui en parle et qui a vraiment retenu l'attention, c'est Une vie de Maupassant, qui montre comment Jeanne arrive dans la chambre et subit un viol, puisqu'elle ne s'attend pas du tout à la relation sexuelle qui va arriver. Et des romanciers, mais aussi des médecins vont écrire pour dénoncer cette ignorance qui existe et qu'ils constatent. Les médecins constatent les méfaits de cette ignorance qui est organisée dans leur cabinet quand leurs patientes viennent leur en parler. Alors pourquoi est-ce que cette ignorance est organisée? Donc pour plusieurs choses. D'abord, le 19e siècle, c'est un moment, c'est une période où il y a quand même à la fois une explosion discursive sur le sexe, mais en même temps un rétrécissement en ce qui concerne le cadre moral. On va élever davantage les jeunes filles dans un culte de la virginité. Il y a vraiment une exaltation des valeurs virginales, il y a une exaltation du culte marial au XIXe siècle qui est important. Donc les jeunes filles sont élevées dans cet idéal de virginité, d'innocence, sans comprendre à quoi ça correspond dans la sphère sexuelle. Mais bon, voilà, il y a cet idéal d'innocence et cet idéal de pureté qui est lié à la pureté du corps. Et étant donné qu'on attend que les femmes soient vierges et qu'elles arrivent vierges au mariage, eh bien, sans leur expliquer vraiment en quoi consiste cette virginité, on les élève de façon à ce qu'elles conservent cette virginité. Donc ça va passer par une occultation de toutes les réalités sexuelles qu'elles pourraient peut-être percevoir, mais qu'elles ne voient pas parce qu'elles sont éduquées vraiment à l'écart de la compréhension de ce qui va leur arriver. C'est-à-dire que il y a des pièces de théâtre qui parlent des relations sexuelles, il y a des romans, il y a des ouvrages médicaux, mais bon, les lectures sont surveillées, les sorties sont surveillées, les fréquentations sont surveillées, et ensuite on ne va parler du mariage, de la vie de femme à ces jeunes filles que de façon très superficielle, et en tout cas sans évoquer ce qui va leur arriver dans l'intimité. Et pourquoi? C'est parce que la virginité, c'est la virginité physique qu'on attend. Donc un homme va arriver au mariage très très souvent, la plupart du temps, en ayant eu des relations sexuelles, mais une femme ne doit pas en avoir eu. Et donc on a très peur de... Disons que la virginité donc, doit être physique, mais on se dit que le meilleur moyen de la préserver, c'est que la virginité soit complète et que la femme soit aussi vierge d'esprit. Donc, quand une femme, par exemple, va savoir en quoi consistent des relations sexuelles, eh bien, elle va aussi mieux savoir comment dissimuler le fait qu'elle en a eu, si elle en a eu, par exemple. Donc, le moyen le plus simple, c'est que la jeune fille arrive vierge de toute connaissance, et donc, elles arrivent sans savoir qu'il y aura des relations sexuelles, mais même sans savoir, parfois... à quoi leurs organes sexuels servent. Elles ne savent même pas que certaines parties de leur corps vont être destinées aux relations sexuelles. Voilà, elles ne savent pas, pour certaines, tout ça. Et quand elles arrivent en connaissant des choses, eh bien, je le raconte à travers certains témoignages de nuits noces qui se passent mal, parce que un mari demandant par exemple à sa femme, mais alors...
savez-vous comment ça va se passer ce soir, et que la femme répond oui, eh bien juste ça met le doute, et le mari se demande si elle le sait, pourquoi elle le sait, comment elle le sait, et est-ce qu'elle ne va pas me tromper en faisant semblant d'être vierge alors qu'en fait elle ne l'est pas. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui font que les femmes arrivent souvent vierges au mariage et souvent ignorantes. Alors tu expliques effectivement que ça correspond à un certain milieu social et que finalement dans les mondes plus populaires ou ruraux, la connaissance est beaucoup plus largement partagée. Alors ça c'est compliqué à dire parce qu'il ne faut pas non plus être prisonnier de représentations qui font qu'on se dit que les filles des campagnes sont plus libres, plus délurées. Il y a beaucoup de représentations qui opposent filles des campagnes, filles des villes, avec des femmes plus surveillées en ville et moins à la campagne. Alors c'est vrai, et c'est vrai que parfois il y a des endroits, des régions, des villes, parfois c'est très localisé, où il y a quand même une liberté sexuelle qui ne va pas jusqu'à l'autorisation de relations sexuelles avant le mariage, mais l'autorisation de privauté, de fréquentation, qui peuvent être quand même acceptées parce qu'elles sont sous le regard de la communauté. Par exemple, on prend souvent l'exemple du maraîchinage vendéen, où les jeunes gens et les jeunes filles se rencontrent à l'ombre de grands parapluies, et donc s'embrassent, se touchent, se caressent, mais ça se passe sur le bas-côté des routes. Et donc, en fait, les gens, ils sont un peu abrités, mais c'est quand même assez surveillé. C'est en ça que c'est permis aussi. Mais il faut pas croire, parce qu'il y a toujours cette idée que ils voient les animaux à la campagne, donc ils savent comment ça va se passer. On fait pas de cours d'éducation sexuelle aujourd'hui en montrant aux enfants ou aux adolescents des animaux en train de se reproduire, parce que déjà il y a pas cette idée que les hommes et les animaux fonctionnent forcément de la même façon au 19e siècle. Et puis voir de vaches ou de chats s'accoupler donne une idée quand même très confuse des relations qui peuvent exister entre un homme et une femme. Et après, ça ne va pas du tout, évoquer les questions du plaisir, du désir, du consentement. Tout ça n'est pas évoqué. Donc c'est une question compliquée. Et j'ai quand même beaucoup de récits aussi sur des femmes des campagnes qui racontent des viols parce qu'elles ne savent pas. Elles ont été éduquées elles ont été éduquées de façon leur virginité et leur innocence a été protégée même en habitant à la campagne. Donc, voilà, c'est pas si binaire que ça. Le terme de viol que tu utilises, qui n'est pas un regard rétrospectif, juste il est utilisé à cette période-là. Alors, dans des milieux peut-être plus militants ou plus littéraires, mais il est utilisé à cette période. Oui, c'est vrai qu'on a l'idée que le viol conjugal, c'est quelque chose qui est maintenant puni par la loi, mais l'inscription noir sur blanc d'une possibilité de viol entre époux en France, c'est 2006 dans la loi. Au 19e siècle, cette idée de viol, malgré tout, existe. Elle n'est pas reconnue par la loi, donc le viol n'est pas censé être possible entre des époux au 19e siècle, mais ce mot existe. Donc Balzac, en 1829, dans la physiologie du mariage, enjoint les mariés à ne pas commencer leur mariage par un viol, par exemple. Dans les années 1830, des femmes aussi emploient ce mot pour qualifier la première nuit du mariage. George Sand, une saint-simonienne comme Claire Desmarres, par exemple, qui qualifie le mariage de prostitution légale et la nuit de noces de viol légal. Et cette expression de viol légal, c'est une expression qui est employée par des féministes, mais aussi par des médecins, par des romanciers, par des essayistes qui travaillent sur le mariage et qui pensent les relations matrimoniales. Et cette expression de viol légal, elle est là pour dénoncer le fait que si la loi ne punit pas le viol entre époux, c'est bien qu'elle l'autorise et même qu'elle l'encourage. Et donc, ce n'est pas un impensé au XIXe siècle, le viol entre époux. Et on peut
en lire des critiques dans les livres ou par d'autres moyens. Après, les femmes qui parlent de certaines expériences qu'elles ont eues et du viol qu'elles ont subi n'emploient pas nécessairement le mot de viol, mais elles emploient d'autres termes qu'on utilisait à l'époque, prise par surprise, par exemple, ou alors expliquent qu'elles n'étaient pas d'accord, mais sans employer ce mot très fort de viol. On sent bien qu'il y a eu de nombreux discours sur la nuit de noces, sur cette première relation sexuelle. C'est assez étonnant et même difficilement envisageable à l'heure actuelle de se dire que ces femmes arrivaient sans en avoir entendu parler ou ou en étant complètement protégées, je sais pas, dans un peu le double sens qu'on peut entendre à ce verbe-là, mais les discours sur la nuit de noces ne sont pas destinés aux jeunes filles, à part chez des militants ou petit à petit dans le discours médical. Oui, alors c'est étonnant parce que le 19e siècle, c'est vraiment le siècle de l'essor de la culture de masse. Donc il y a énormément d'écrits, des journaux, des livres, des petites brochures. Il y a beaucoup d'écrits qui circulent. Et on peut se demander, oui, comment il est possible que des jeunes filles passent complètement à côté de tout ça. Donc c'est parce que les lectures sont surveillées. C'est aussi parce que ça soit à l'écrit ou à l'oral, quand il y a par exemple des plaisanteries, parce que la nuit de noces est souvent, ou le mariage, les relations sexuelles dans le mariage sont souvent évoquées sous le ton de la plaisanterie, eh bien, elles n'ont pas les codes ou les connaissances nécessaires pour comprendre les doubles sens des expressions. Et voilà, il y a par exemple Séverine, une journaliste qui explique le viol qu'elle a subi pendant sa nuit de noces, et elle explique aussi les moments juste qui précèdent le repas, où elle explique que les gens riaient, plaisantaient, mais ne comprenaient pas le sens précis des mots. Et le ressort comique, parce que, voilà, je parle de culture du viol, c'est parce qu'il y a tout plein de procédés, d'habitudes de rire sur cette expérience sexuelle qui est ignorée des femmes. C'est même beaucoup de plaisanteries reposent sur le fait que les femmes ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Donc voilà, il y a une mise en abîme de cette ignorance. Donc il y a tout ça. Et même quand il y a des ouvrages qui pourraient être destinés justement à lutter contre cette ignorance, parce que les médecins constatent que cette ignorance est vraiment un gros problème, puisque les femmes ressortent de la nuit de noces complètement traumatisées en ayant eu des révélations brutales, enfin déjà la réalité de l'acte physique, mais aussi tout ce que cela implique en termes de conception de perception de son propre corps, de la relation entre un homme et une femme. Voilà, tout se bouscule de manière très intense dans la tête des femmes à ce moment-là. Et donc des médecins vont prendre l'initiative, surtout à partir de la seconde moitié du 19e siècle, d'écrire des manuels conjugaux à l'usage des époux pour mieux réussir le mariage. Et donc il y a souvent un chapitre consacré à la nuit de noces pour qu'elle se passe le mieux possible. Mais ces manuels conjugaux à destination des époux ne le sont qu'à destination des hommes. Donc, en fait, les femmes le lisent, mais elles peuvent le lire, mais rétrospectivement, une fois qu'elles sont mariées. Et comme elles ne le lisent pas le soir, juste avant la nuit, eh bien, elles le lisent après. Et donc, finalement, les médecins, quand ils disent à destination des époux, eh bien, ils s'adressent aux hommes. Et dans les préfaces, il y a écrit que voilà, les hommes vont lire pour comprendre la psychologie féminine, comprendre un peu l'anatomie, et on va leur expliquer qu'il ne faut pas brusquer les femmes, agir de telle et telle façon. Et ils expliquent aussi que les femmes, c'est vraiment très embêtant qu'elles soient ignorantes. Donc, eux, leur idée, c'est que soit on les a prévenues avant, soit c'est au mari de mieux savoir comment faire pour ne pas brusquer la femme, et que, en fait, cette éducation féminine va se faire par le mari le soir même. Donc voilà, l'homme est considéré un peu comme l'éducateur de sa femme, et c'est lui qui doit être formé pour éviter les effets les plus délétères de l'ignorance. Donc même les ouvrages à destination des époux ne sont pas destinés aux femmes. Il faut vraiment attendre, par exemple, pour les premiers manuels d'éducation vraiment sexuelle qui vont
s'adresser davantage aux femmes. La toute fin du 19e siècle ou le début du 20e siècle, et voilà, ce sont des écrits militants de ce qu'on appelle les néo-malthusiens et qui vont à la fois informer sur la nécessité du désir, du plaisir féminin, donc pour un meilleur épanouissement des femmes, et aussi les moyens d'éviter la conception, parce que les néo-malthusiens militent pour l'accès à la contraception. Et donc voilà, après vont donner aussi un certain nombre de techniques pour que ces relations sexuelles ne soient pas nécessairement suivies d'une conception. Voilà. Il y a sur cet apprentissage du dernier moment, il y a des passages terribles sur le fait que régulièrement c'est la mère de la mariée qui prévient juste avant, au moment d'accompagner sa fille dans la chambre conjugale. Et on a les traces de ces obéis en tout, fais ce qu'il te demande, ça va bien se passer. Moi, j'ai trouvé vraiment terrible ces témoignages des femmes qui reproduisent ou qui participent d'une certaine manière à reproduire leur propre traumatisme de génération en génération. Et voilà, enfin, je sais pas, ça a été... Oui, ce moment des dernières recommandations est un moment assez poignant. Donc, certaines femmes arrivent dans la chambre en n'ayant pas du tout été prévenues. Donc ça peut arriver. Et plus pendant la seconde moitié du 19e siècle que pendant la première, bizarrement. Mais c'est vrai que normalement, ce qui est attendu, c'est que juste avant la nuit de noces, la mère délivre donc ce qu'on appelle les dernières recommandations. Donc ça peut être quelques jours avant, ça peut être quelques heures avant, et parfois c'est juste avant d'entrer dans la chambre. Et c'est vrai que de toute façon, avoir été prévenu 5 minutes avant, ne va pas changer grand chose au problème. D'autant plus que ces recommandations sont extrêmement floues. Donc c'est obéis en tout point à ton mari, fais ce qu'il te dira, laisse-toi faire, ton mari saura comment faire. Et donc, ça renforce finalement l'angoisse de dernière minute parce que c'est toujours, elles entrent dans la chambre sans vraiment savoir. Parfois, il y a des recommandations qui sont un peu plus précises. Ça va être, il y aura un rapprochement physique ou il y aura un rapprochement, mais de quelle nature, on ne le sait pas. Et des femmes qui ont été prévenues entrent et expliquent dans la chambre et expliquent qu'elles pensaient que le rapprochement c'était dormir dans la même chambre ou dormir dans le même lit et pas plus. Donc voilà, il y a tout un flou à ce sujet. Et après, le flou, c'est un problème pour plusieurs choses. Donc déjà, elles ne savent pas ce qui va leur arriver et elles ne savent pas non plus ce qu'il faudrait qu'il se passe. Donc, dans la mesure où les relations sexuelles les relations hétérosexuelles légitimes et conjugales sont quand même très normées au XIXe siècle, il y a des pratiques qu'on estime être normales et des pratiques qu'on estime être anormales. Et donc, il y a des femmes qui expliquent aux prêtres ou aux juges parfois qu'elles ont découvert qu'elles n'avaient pas consommé leur mariage des semaines, des mois, voire des années après la nuit de noces. C'est-à-dire que comme on leur dit fais confiance à ton mari et il va se passer ce qui va se passer et voilà, eh bien quand le mari décide de ne rien faire et de ne pas consommer le mariage, eh bien les femmes pensent que le mariage a été consommé. Et donc ça fait qu'il y a des femmes qui attendent par exemple des symptômes d'une grossesse pendant plusieurs années en pensant qu'elles ont fait ce qu'il fallait pour avoir un enfant, parce que voilà, c'est aussi un début du mariage au XIXe siècle, et qui se retrouvent à aller voir des médecins pour problèmes d'infertilité, et des médecins qui constatent, après auscultation, qu'elles sont toujours vierges. Donc ça peut arriver. Et après, il y a d'autres cas où, par exemple, le mari se livre à des pratiques sexuelles non conformes et qui sont jugées insultantes ou dégradantes pour les femmes,
donc à l'époque le sexe oral, le sexe anal, et qui n'est pas du tout considéré comme acceptable dans une relation hétérosexuelle légitime. Et donc, pareil, des femmes se retrouvent à attendre des signes d'une grossesse qui ne vient pas parce que, par exemple, il n'y a eu que des relations sexuelles de type oral qui ont été imposées par le mari et voilà, à laquelle elles sont astreintes parce qu'elles pensent que c'est ça qu'il faut faire. Et donc voilà, ça, ce sont des témoignages qui sont vraiment très, très poignants et qui ne sont pas si rares que cela. Alors, tu parles de témoignages. Il faut peut-être préciser maintenant, c'est-à-dire que j'explique que la nuit de noces est un moment intime, secret, dont on ne doit pas parler, dont on ne parle pas. Et notamment, tu as un passage qui explique que les journaux personnels, qui ne sont pas des journaux intimes parce qu'ils peuvent être lus par la famille, etc., n'abordent jamais la question de la nuit de noces. Et dans les discussions, alors les discussions, on n'en a pas de trace écrite. Comment fait l'historienne pour parler d'un secret ? Oui, alors c'est vrai que moi, quand je me suis lancée dans ce travail, je me disais, mais l'idée, le défi, c'était comment faire l'histoire d'un événement secret dont on ne parle pas. Donc, j'ai vu que, bon, on en parlait, les romanciers en parlaient, il y a des chansons, des pièces de théâtre, des écrits médicaux, des films, enfin, il y a énormément de productions qui évoquent la nuit de noces. Après, qu'ils n'évoquent pas en détail, parce qu'il y a quand même une censure qui existe, il y a l'outrage aux bonnes mœurs qui est puni par la loi. Donc, on peut en parler de façon plus ou moins explicite ou feutrée. Bon, ça va dépendre, mais voilà. Par contre, ce qui a vraiment été, donc voilà, mes premières années de recherche ont été assez occupées par la découverte de tous ces textes et voilà, la constitution de ces corpus de sources imprimées. Mais c'est vrai que les témoignages de première main sur des époux qui racontent leur nuit de noces, alors ça, c'était vraiment la très très grande difficulté. Et ça a été un peu dur au début parce que je me disais, mais je vais jamais trouver de témoignages, quoi. Et bon, voilà, il y a quand même une différence entre écrire sur la nuit de noces et raconter sa propre nuit de noces. Et de fait, c'est vrai que les époux en parlent très peu, en parlent parfois à leurs proches ou alors aux prêtres, dans le cas de la confession, à leur médecin, mais bon, tout cela laisse peu de traces de ces échanges. Même si on en a, par exemple, les médecins aiment bien dans leurs écrits raconter des cas, et donc, sous couvert d'anonymat, vont expliquer quand même un peu ce qui se passe. Donc, j'avais quelques petites traces comme ça. Mais donc, pour les témoignages, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recherché des traces de nuit de noces ou de pratiques sexuelles dans le mariage dans les archives judiciaires, parce que parfois quand on parle des mariages qui se passent mal ou voilà, les époux sont amenés à raconter leur vie conjugale et aussi ce qui s'est bien passé ou mal passé, et donc vont raconter leur mariage depuis le début. Et donc il n'y a pas beaucoup de choses dans les archives judiciaires de nature étatique en France, mais il y a une procédure religieuse qui existe. Disons que le mariage est indissoluble chez les catholiques, donc normalement on n'a pas le droit de divorcer, le divorce est interdit, mais il y a des procédures qui sont prévues par le droit canonique, donc par la loi de l'Église, et qui autorisent les époux à se séparer dans certaines conditions extrêmement précises et prévues par le droit canonique. Et donc, il y a en gros deux procédures. Il y a ce qu'on appelle la nullité de mariage. Les époux ou leurs avocats vont être amenés à prouver qu'il n'y a jamais eu mariage parce qu'il n'a jamais été valide. Donc, ça peut être plusieurs choses. Il peut y avoir des vices de forme, de procédure, un âge qui n'est pas l'âge requis et donc qui invalide le mariage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la nullité. Et cette nullité, elle peut être obtenue, donc, par exemple, pour des vices de forme, mais aussi pour absence de consentement. Parce que, dans la loi civile, comme dans la loi religieuse, le consentement est à la base du mariage. Et donc, si des époux expliquent qu'ils n'ont pas consenti, eh bien, ils peuvent
invalider le mariage. Donc, ce n'est pas un divorce, c'est le fait que le mariage n'a jamais existé. Alors, en France, dans la loi civile, on n'invalide pas son mariage pour défaut de consentement. Enfin, il faut vraiment des cas extrêmement précis. Enfin, une femme qui dit « j'ai été obligée à me marier », on lui répond « vous avez dit oui, donc vous aviez consenti ». Donc, en gros, voilà, dans les cas les plus fréquents. Mais dans la loi de l'Église, on va revenir sur l'essence du consentement, ce qui fait le consentement. Et comme c'est ce qu'on a dans le cœur, et c'est très compliqué à comprendre, les juges vont faire une enquête, poser des questions sur la façon dont le consentement a été donné. Et par exemple, une femme ou un homme qui va dire qu'il n'y avait pas consentement sexuel pendant la nuit de noces, eh bien cette absence de consentement sexuel va être un indice du fait qu'ils n'avaient pas aussi consenti au mariage juste avant. Et donc, ils vont expliquer pourquoi ils estiment qu'il n'y a pas eu consentement sexuel. Donc là, il y a des récits de viol ou alors de refus de relations sexuelles. Et il y a une autre procédure qui est la dispense pour non-consommation. Et donc, en fait, dans l'Église, pour l'Église catholique, un mariage est valide dès qu'on a dit le oui à l'Église. Mais s'il n'y a pas eu consommation sexuelle, eh bien, on estime que même si le mariage est valide, il n'est pas complet. Et il y a une exception qui fait qu'on peut dissoudre un mariage valide, mais non consommé sexuellement. Et donc, les juges vont poser tout un tas de questions sur la façon dont la nuit noces s'est déroulée et qui montrent s'il y a, et donc plein de questions sur la consommation ou la non-consommation. Et donc, les époux vont être là amenés à expliquer beaucoup de choses. Donc, comment ça s'est passé, où ça s'est passé, à quelle heure, qui il y avait comme témoin, est-ce qu'il y avait des gens près de la chambre ou pas pour témoigner, comment étaient disposés les lits, est-ce qu'il y a eu partage du lit ou non, quelles ont été les pratiques sexuelles qui ont été effectuées, qu'est-ce qui s'est dit entre les époux, s'il y a eu refus de la part de qui, pourquoi, comment. Et donc, il y a énormément de récits très, très complets, très détaillés de la nuit de noces. Et voilà, donc ces archives sont des archives religieuses et je les ai consultées au Vatican, où elles sont conservées, parce que, en fait, ce sont des procédures qui existent en France. Donc, voilà, les époux vont voir un juge à l'officialité, donc au tribunal diocésain. Mais en France, ces archives sont privées, et donc l'Église ne souhaite pas les communiquer aux chercheurs et aux chercheuses. Et donc, je suis allée au Vatican, où là, étrangement, les archives sont plus accessible. Alors, il y a disons que c'est très encadré, ça dépend des périodes, mais en tout cas, pour la fin du XIXe siècle, j'ai pu consulter ces archives au Vatican. Et donc, j'ai pu consulter, alors, vraiment, des affaires qui concernent vraiment la nuit de noces, et pour le cas français, j'en ai consulté 250 à peu près. Donc, 250 récits, affaires avec des récits à la fois des époux qui racontent leur nuit de noces, donc chacun de façon séparée, mais aussi les récits des témoins, la mère, le père, la sœur, les voisins, les domestiques, qui vont tous raconter des choses sur ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont constaté. Ça peut être plein de choses, ça peut être des traces directes, mais aussi indirectes. Par exemple, regarder les draps après, etc. Et il y a aussi des rapports des médecins qui auscultent après les femmes pour la procédure judiciaire ou qui les ont rencontrées juste après la nuit de noces parce que ça s'est mal passé. Donc il y a énormément de points de vue, donc ceux des époux, mais aussi de tout un entourage, des prêtres, des médecins, et qui donnent vraiment une appréhension très très concrète de cette nuit. Moi, je trouvais ça fascinant de savoir qu'il fallait aller fouiller au fin fond du Vatican pour retrouver des résumés en latin d'histoires vécues en France et qui traitent vraiment de détails très concrets. Alors, de détails très concrets, mais avec du vocabulaire de l'époque, dont on sent bien que des fois, les greffiers les ont retranscrits de manière très complète ou plus allusive, où on sent que régulièrement, les femmes concernées n'ont pas les mots à mettre sur les pratiques ou sur ce qui s'est réellement passé, ou ne souhaitent pas aller sur certains points. Mais c'est assez fascinant, en fait,
C'est-à-dire que les archives judiciaires françaises n'ont très peu de traces de ça, et pour aller trouver ces secrets-là, il faut aller fouiller dans les archives religieuses qui ne sont pas accessibles en France, mais au Vatican. Alors, ces archives-là, elles suivent quand même une périodicité assez qui correspond en fait aux lois sur le divorce, donc sur la possibilité d'annuler les mariages. Est-ce que tu peux préciser un petit peu? Oui. Alors, à la fin du XVIIIe siècle, donc pendant la Révolution française, il y a vraiment des lois très nouvelles qui encadrent le mariage, et notamment à partir de 1792, l'obligation du mariage civil avant le mariage religieux, donc mis en place par les révolutionnaires, et également la possibilité de divorcer. Donc ça va changer beaucoup de choses au XIXe siècle. Donc d'abord, on va avoir une obligation du mariage civil avant le mariage religieux, donc ça doit se passer dans cet ordre-là, et une possibilité de divorcer, donc qui est nouvelle. Sauf que dès 1816, avec la fin de la période révolutionnaire et napoléonienne et la Restauration, il va y avoir une abolition de ce droit au divorce par la loi Bonald, qui va interdire le divorce jusqu'en 1884. Alors pendant tout le siècle, il y a des gens qui militent pour le rétablissement du divorce, et donc ça fait que on parle beaucoup du mariage pendant tout le siècle, et on parle aussi de la nuit noces aussi à cause de ça. Mais finalement, c'est en 1884 seulement que le droit au divorce est rétabli. Et en fait, cette procédure religieuse de nullité ou de dispense, elle sert à une chose, elle sert aux époux qui voudraient se remarier religieusement. Ça, c'est l'enjeu d'avoir une nullité de mariage à l'Église. Sauf que entre 1816 et 1884, il n'y a pas de divorce. Donc, si des époux sont mariés civilement et religieusement, que leur mariage religieux est annulé, eh bien, ils restent mariés civilement. S'ils restent mariés civilement, ils ne peuvent pas, eux, se remarier civilement de chacun de leur côté, puisqu'il n'y a pas de divorce. Et donc, s'ils ne peuvent pas se remarier civilement, ils ne peuvent pas retourner à l'église, puisque un mariage religieux doit être toujours précédé d'un mariage civil. Ce qui fait qu'en 1816 et 1884, il n'y a pas d'époux, ou alors très très peu, c'est extrêmement rare, d'époux qui vont solliciter l'église pour dissoudre un mariage religieux, alors que c'est une procédure qui est complexe, qui est quand même pénible. Il faut quand même parler de choses très intimes la plupart du temps à des juges ecclésiastiques. C'est une procédure qui peut être coûteuse. Alors ça dépend pour ceux qui n'en ont pas les moyens, la procédure est gratuite, mais bon, voilà, c'est long. Et donc si ça ne sert à rien, après, de manière pratique, ça ne sert pas à grand chose, donc on ne le fait pas. Mais à partir de 1884 et à partir du rétablissement de ce droit au divorce, eh bien, les époux catholiques vont davantage solliciter l'Église pour cette nullité, parce que le divorce est quand même très mal vu, très mal perçu par la société pendant très très longtemps. Et quand l'Église elle-même considère le mariage comme nul ou dissous, eh bien, en fait, l'Église apporte une sorte de caution morale au fait que cette relation ne tenait pas et qu'on pouvait y mettre fin. Et donc, les seconds mariages sont beaucoup plus acceptés quand l'Église elle-même annuler le premier mariage et autorise un deuxième mariage à l'église. Et donc, pas beaucoup, mais les époux qui sollicitent l'église, c'est aussi parce qu'ils veulent une réhabilitation morale, et c'est ce que permettent ces procédures matrimoniales. Alors, ces procédures, elles sont demandées dans leur très grande majorité par les femmes. Sont elles qui demandent la nullité du mariage, à la fois pour des questions de non-consentement, où on sent qu'il y a une volonté de montrer... ça a été tellement terrible qu'il y a une volonté d'interrompre le mariage et de revenir dessus. Il y a aussi des femmes qui demandent la nullité pour impuissance du mari. Parce que le mari n'a pas pu consommer, pas voulu, parce qu'on se rend compte que l'impuissance recouvre un
très large spectre de pratiques ou de causes. Et donc, ce sont les femmes qui disent « Moi, il me faut un nouveau mari parce que celui-là est pas capable de faire des enfants ». Oui, alors c'est vrai que ce sont les femmes, pour les procédures civiles comme religieuses qui demandent, qui sont à l'initiative de la demande, mais c'est assez compliqué de voir si c'est vraiment la femme qui voulait à chaque fois. Donc à partir du moment où le divorce est instauré, donc en 1792, c'est en majorité les femmes qui demandent le divorce. Pour les procédures religieuses, on se rend compte qu'à 80%, ce sont les femmes qui les demandent, mais quand un mari veut demander la nullité, il passe quand même par sa femme qui, elle, le demande. Parce que c'est comme ça que ça se fait. Et donc, si c'est l'homme qui le fait, ça semble plus suspect, plus bizarre. Donc, c'est mieux si c'est la femme qui le demande. Donc, parfois, c'est la femme qui le demande, mais c'est le mari qui était à l'origine de ça. Oui, et donc, il y a des procédures pour refus, pour non-consentement. Mais c'est vrai que l'impuissance masculine et un motif qui est pris en compte par l'Église, alors pas que masculine d'ailleurs, c'est l'impuissance. Donc l'incapacité d'avoir des relations sexuelles. Et donc l'impuissance peut être masculine ou féminine. Mais bon, souvent c'est l'impuissance masculine qui est en cause. Et c'est vrai que là sont parfois des témoignages qui sont très très durs pour les hommes qui souffrent d'impuissance parce qu'ils sont vraiment... comment dire, c'est très difficile pour eux parce qu'ils sont vraiment disqualifiés et donc ils perdent aussi leur place d'homme dans la société. Et en plus, quand une impuissance masculine est prouvée, il y a souvent l'interdiction par l'Église, par les autorités ecclésiastiques, de se remarier religieusement. Donc voilà, c'est un enjeu qui est très fort. Et donc c'est pour ça aussi qu'on trouve parfois des récits d'hommes qui sont impuissants et qui disent à leur femme, mais au lieu de procéder à tout ça, fais un enfant avec qui tu veux et on ne dit rien, et voilà, parce que le coût social est extrêmement élevé quand il s'agit d'impuissance masculine. Tu parles notamment de cette statistique où on estime qu'un tiers des enfants sont nés hors mariage au XIXe siècle, qui est assez étonnante, mais pour plein de raisons différentes. Mais moi, ce sont toujours des choses qui... Alors, je ne me rappelle pas avoir donné ce chiffre, mais c'est possible que... Je t'ai peut-être vu dans une autre truc que j'avais regardé, pardon, désolé. mais c'est... Non, mais après, oui, il y a des relations. Il y a bien sûr, de toute façon, le code civil fait que tout enfant né dans le cadre d'un mariage est présumé être du mari. Donc voilà, il n'y a pas de... Donc après, c'est vrai que les démographes font des enquêtes et des études pour connaître l'illégitimité, mais c'est assez compliqué parce que soit il faut vraiment... une reconnaissance d'un autre homme qui prouve vraiment qu'il y a eu relation en mariage, soit ces relations illégitimes, enfin ces naissances illégitimes, c'est plus facile de les prouver quand les personnes ne sont pas mariées, pas encore mariées pas en tout encore cas. Mariées. Ouais. Au cours du 19e siècle, il y a tu expliques qu'il y a une espèce de progression de l'intimité conjugale, une volonté de se retrouver. Alors notamment, il y a toute une espèce de suite de cartes postales avec les époux qui se retrouvent le soir dans la chambre et marqués « enfin seul », qui peut avoir un côté un peu sympathique et grivois quand on y pense au départ, et qui en fait peut avoir aussi des implications quand même beaucoup plus dures. Il y a aussi l'arrivée du voyage de noces au fur et à mesure, qui est quelque chose qui s'instaure petit à petit vers la fin du 19e siècle. Est-ce que tu peux nous évoquer cette volonté des fois de sortir un petit peu de la communauté, des fois très présente? Il y a notamment beaucoup de récits de nuits de noces où les beaux-parents restent dans la chambre d'à côté, porte ouverte, pour savoir un petit peu ce qui s'est réellement passé. Oui, alors il y a au 19e siècle, beaucoup d'unions sont des unions arrangées. Donc ça, c'est le
cadre, le contexte à peu près normal. Mais il y a quand même l'idée d'une nécessité d'érotiser la relation conjugale et c'est les époux aspirent à cela. Et donc il y a quand même des romans, une imagerie qui vont favoriser l'érotisation du couple conjugal, le mariage d'amour. Alors ça se fait pas forcément dans les faits, mais en tout cas c'est ce qui est encouragé. Et donc, c'est vrai que, par exemple, ces cartes postales qui existent, donc c'est à la toute fin du 19e et début 20e, donc pendant la Belle Époque, beaucoup de cartes postales vont mettre en scène des époux, voilà, qui se retrouvent enfin seuls et qui sont heureux de se retrouver, enfin, une fois seuls dans leur chambre, devant le lit conjugal, et ils s'enlacent. Et puis, voilà, soit c'est une carte postale montrant les époux qui vont bientôt entrer dans le lit, ou soit ça marche un peu comme des romans photos, on achète les cartes postales par lot, et puis il y a une sorte d'effeuillage progressif où au fil des cartes postales, la mariée perd son voile, perd un peu de sa robe, entre dans le lit, et donc voilà, il y a des cartes postales un peu plaisantes et amusantes comme ça, qui sont un peu amusantes, mais qui peuvent aussi mettre un peu la pression parce que voir ces couples heureux et heureux de se retrouver dans un lit quand soi-même on ne l'est pas et qu'on a été dans un contexte de mariage, alors pas forcé mais arrangé, et voilà, où il n'y a pas cette connivence, ce plaisir, ce désir d'être à deux, de se retrouver dans la proximité physique, eh bien ça peut encore rendre plus malheureux de se dire que vraiment la situation qu'on vit est insupportable et très difficile. Bon, ça c'est pour cette imagerie. Pour le voyage de noces, oui, c'est une pratique qui apparaît avant pendant dans les années 1830 à peu près en France, et qui concerne d'abord l'aristocratie, la très haute bourgeoisie, et qui va se démocratiser plutôt pendant la seconde moitié du 19e siècle. Et donc, il y a aussi donc ce contexte d'érotisation de la relation conjugale. On va partir ailleurs, découvrir d'autres paysages, d'autres lieux, et en même temps découvrir le corps de l'autre, découvrir l'autre. Donc il y a une sorte de correspondance comme ça entre le plaisir de la découverte dans notre lieu, le dépaysement, et le plaisir de la découverte des relations charnelles. Et donc ça, c'est un peu dans l'imaginaire. Et c'est vrai que ce voyage de noces, donc parfois est organisé 1 semaine, 2 semaines après le mariage, mais de plus en plus, avec cette importance du secret qui entoure la nuit de noces, eh bien, et de la discrétion, les époux vont organiser le voyage de noces dès la première journée du mariage. Et donc, on part après la cérémonie à l'église, et on s'en va, et donc du coup, la nuit de noces se déroule soit dans le train, soit dans une chambre d'hôtel lors d'une première halte qui va... et donc la nuit de noces, en fait, se déroule loin de la famille, loin de l'entourage, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que, avec le désir de comment dire... de discrétion, qui est aussi une valeur qui va être... on parle du 19e siècle comme l'âge d'or du privé. Les relations privées, l'intimité va être beaucoup plus valorisée, et une façon de préserver l'intimité et la discrétion, ça va être d'éloigner la chambre nuptiale du regard des plus proches. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de romans, d'images, mais même de témoignages de personnes qui disent que voilà, les beaux-parents étaient juste derrière la porte, parfois la porte s'ouvre, se referme, ou alors vraiment les murs sont tellement fins que voilà, tout le monde a entendu ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé. Et donc le moyen qu'on trouve le plus radical, eh bien, c'est de délocaliser la chambre nuptiale. Donc dans ces wagons-lits, dans ces chambres d'hôtel, avec d'autres problèmes, parce que donc les époux parfois recherchent ça, surtout s'ils s'entendent assez bien, mais parfois ils ne s'entendent pas très bien. La femme du coup est vraiment beaucoup plus éloignée de toutes, des personnes qui auraient pu un peu la secourir, l'épauler, la consoler. Et ensuite les médecins
s'en mêle aussi parce qu'il trouve que cette pratique de délocalisation de la nuit de noces peut être dangereuse pour plein de raisons. On pense que, par exemple, les secousses du train, les déplacements, c'est très mauvais parce que ça va irriter la matrice, c'est-à-dire l'utérus, et que ça fait trop de secousses d'un coup pour la femme. Hein. Donc, c'est pas possible que l'œuf ne va pas s'accrocher s'il y a les secousses du train, par exemple. Et on estime aussi que pour la femme, ce dépaysement, cette délocalisation va lui causer un autre choc moral. Elle sera loin des siens, elle sera livrée à elle-même, et ça peut être pas très souhaitable. Donc parfois, ce qu'ils préconisent, c'est recommencer, garder cette nouvelle habitude du voyage de noces, mais la faire commencer un peu plus tard, ce que les époux ne font pas, puisqu'ils continuent pendant très longtemps à partir dès le premier jour en voyage. Je ne peux pas m'empêcher de lire un petit bout de Victor Hugo que tu cites. « La mode du mariage n'était pas en 1833 ce qu'elle est aujourd'hui. La France n'avait pas encore emprunté à l'Angleterre cette délicatesse suprême d'enlever sa femme, de s'enfuir en sortant de l'église, de se cacher avec honte de son bonheur, et de combiner les allures d'un banqueroutier avec les ravissements du cantique des cantiques. On n'avait pas encore compris tout ce qu'il y a de chaste, d'exquis et de décent à cahoter son paradis en chaise de poste, à entrecouper son mystère de clic-clac, à prendre pour lit nuptial un lit d'auberge et à laisser derrière soi dans l'alcôve banale dans l'alcool banal à temps par nuit, le plus sacré des souvenirs de la vie pêle-mêle avec les tête-à-tête du conducteur de diligence et de la servante d'auberge. En 1833, on ne pratiquait pas le mariage au grand trot. Mais beaucoup de gens critiquent cette délocalisation de la nuit de noces, parce que c'est vrai qu'on se dit on va éviter le regard des proches, et soit la surveillance pendant la nuit, soit les regards un peu inquisiteurs du lendemain quand les époux sortent de la chambre et que soit on fait des plaisanteries, soit on ne dit rien, mais on attend, on scrute un peu sur le visage ce qui a pu se passer ou pas, voilà. Mais c'est vrai qu'on critique le fait que ces chambres d'hôtel soient impersonnelles, que tout le monde y passe, que tout le monde y fait on ne sait quoi, et que finalement cette surveillance qui aurait pu être bienveillante de la part de la famille se transforme en une sorte de surveillance plus impersonnelle. Et il y a beaucoup de représentations comme ça, fantasmées et un peu imaginaires, de ces nuits de noces à l'hôtel. Ce sont des représentations qui coupent l'image en deux, avec le mur au milieu, la chambre d'un côté où les époux se croient seuls, et toutes ces servantes d'auberge, ces garçons d'hôtel qui regardent par le trou de la serrure. Et voilà, on se dit, ils croient être tranquilles ils pensent que leur intimité est préservée, et au contraire, il y a encore plus de gens qui assistent à leur début. Oui, et il y a ce côté d'une forme d'individualisme, ou en tout cas de report d'un système communautaire vers un système plus conjugal à deux, qui est que quand il y a voyage de noces, la femme se retrouve aussi entièrement sous la domination du mari à ce moment-là. Et si, lors de la nuit de noces, dans la maison familiale, avec tous les invités à la cérémonie qui sont encore dans le coin, la femme se met à hurler, à pleurer ou s'enfuit en courant, il y a cette possibilité d'être récupérée aussi ou consolée, comme tu disais, par la famille. Alors que dans un wagon-lit, c'est quand même beaucoup plus difficile. Et il y a aussi des témoignages très très dur de femmes qui se retrouvent absolument seules face à leur époux, et c'est pas ce fil vers une conjugalité qui apaise vraiment les mœurs ou le déroulé de la nuit de noces, quoi. Oui, au XIXe siècle, donc il y a vraiment une montée des valeurs bourgeoises et des valeurs bourgeoises du mariage, qui sont la promotion vraiment du couple conjugal et non pas de la famille élargie. Et donc c'est ça qui fait aussi qu'on va essayer de rechercher plus d'intimité et de moins
demander à la famille d'intervenir. Et c'est vrai finalement que dans ce contexte, il y a... en fait, disons que ce qui change par rapport aux périodes précédentes, c'est que dans le mariage traditionnel, ce qui se fait à la campagne, la communauté est beaucoup plus présente, y compris pendant la nuit, parce que il y a des plaisanteries, des chants, des perturbations de la nuit de noces, où par exemple des jeunes gens ou les voisins vont apporter une soupe à l'oignon pendant la nuit dans la chambre, entrer, sortir, chanter. Et donc, en fait, le couple, là, se soude parce que il doit être un peu solidaire, donc l'homme et la femme, et solidaire parce qu'ils doivent se soutenir, enfin, ils doivent se soutenir mutuellement, l'homme et la femme, contre ces gens de l'extérieur qui leur font tout un tas de plaisanteries, etc. Et donc, il y a une sorte de lutte entre deux groupes qui sont d'un côté la communauté et de l'autre côté les époux. Et quand cette communauté est mise à l'écart et que la nuit de noces est beaucoup plus privatisée et que c'est vraiment le couple qui se retrouve avec l'homme et la femme seule à seule et pas du tout les gens de l'entourage qui sont autour, eh bien cette lutte, cette opposition ne va pas être couple contre communauté, mais ça va être homme contre femme. Et en fait, cette première relation sexuelle qui est toujours pensée comme une relation antagoniste, une confrontation, beaucoup plus qu'une fusion, eh bien, cette confrontation va vraiment se rejouer, mais à l'intérieur du couple, et l'homme contre la femme. Et donc, il va moins y avoir cette idée de solidarité et plus celle d'affrontement. Est-ce qu'il y a peut-être une ou deux questions dans la salle ? Il va falloir qu'on fasse relativement rapidement parce que vous connaissez le principe de cette espèce de marathon festivalier qui est que la salle est réoccupée ensuite par une autre rencontre. Donc essayez de faire un peu bref. Merci beaucoup. Bonjour et merci, c'était tout à fait passionnant. Je voudrais revenir sur, vous avez parlé du fait que jusqu'en 1816, il y a le divorce, mais très restreint par le code civil, hein. Donc, et en particulier c'est pour l'adultère, et finalement il faut que le mari carrément amène sa concubine à la maison pour que la femme puisse demander le divorce. Donc je voulais savoir s'il y avait quand même des divorces. Parce qu'en fait, je connais la loi, mais voilà. Et puis 1884, qu'est-ce que ça amène parce que bon, est-ce que je pense que c'est pas le divorce par consentement mutuel. Non. Donc quelles sont les possibilités pour les femmes ou les hommes de divorcer à partir de 1884 ? Quels sont les changements, quoi ? Alors, c'est vrai que le divorce est très très libre à partir de 1792 et à partir du Code civil de 1804 est très réduit. Il faut attendre, il faut demander l'autorisation à la famille, aux proches. Il faut une période parfois de plusieurs années pour confirmer le fait qu'on veut vraiment se séparer. Donc voilà, c'est vrai que c'est restreint. Néanmoins, cette possibilité existe et permet quand même le divorce. Et en plus, bon, il y a eu les guerres napoléoniennes, etc., ce qui fait que avant 1816, enfin vraiment pendant la décennie qui précède 1816, il y a quand même très peu de divorces. 1880, et donc pas par consentement mutuel. 1884, donc le divorce par consentement mutuel n'existe pas, donc ça n'a pas pu être remis en place comme au tout départ. Et donc on peut divorcer, mais pour certains cas, l'adultère. La condamnation à une peine infamante. Donc voilà, si on est condamné, on peut demander. Enfin, le mari est condamné à une peine de prison, la femme peut demander le divorce. Et il y a tout ce qu'on appelle les excès, sévices et injures. Et donc c'est par ce cadre, ces termes un peu flous en fait, vont permettre un certain nombre de choses. Par exemple, le devoir conjugal n'est pas inscrit dans la loi, donc il n'y a rien qui, noir sur blanc, oblige les personnes à avoir des relations sexuelles avec leur conjoint, mais le fait de ne pas en avoir, donc de le refuser à son conjoint, est considéré comme une injure grave faite à l'autre. Et donc voilà, on ne peut pas divorcer parce qu'il n'y a pas eu de relation sexuelle, mais on peut divorcer parce qu'on a été injurié gravement parce qu'on n'a pas eu de relation sexuelle. Enfin, c'est un petit... ça se fait en 2 étapes. Et donc, le divorce reste quand même quelque chose, une pratique minoritaire, puisqu'elle est très très mal vue.
elle existe néanmoins et les gens trouvent quand même les moyens ou alors font des fausses déclarations. Ça peut aussi arriver, des faux constats d'adultère voilà, ça arrive aussi. Bon, d'abord, merci pour votre exposé sur ce livre qui a l'air passionnant. Moi, je voulais juste vous poser une question. Pendant toute cette période du 19e siècle, quel est l'âge légal du mariage ? Et une deuxième question, est-ce qu'on a des statistiques sur les âges moyens des mariages, hommes et femmes ? Oui. Alors, au 19e siècle, l'âge moyen du mariage, c'est environ 25 ans pour les femmes, 27 pour les hommes, enfin 28 pour les hommes. Donc ça, c'est l'âge moyen. L'âge minimum, alors là, je vais pas dire de bêtises, c'est 15 ans pour les... C'est 15 ans pour les femmes et 18 pour les hommes, je crois. Je suis pas complètement sûre de ça parce que ça change à ce moment-là et à partir du code civil. Il faudrait que je sois sûre. Mais il y a quand même une obligation du consentement parental jusqu'à 21 ans pour les femmes parce qu'il faut qu'elles soient majeures pour se marier et de 25 ans pour les hommes. C'est-à-dire que même quand ils sont majeurs, ils doivent quand même demander le consentement à leurs parents et faire des sommations respectueuses et donc il faut demander l'autorisation jusqu'à 25 ans. Donc voilà. Alors après, c'est vrai que plus les femmes, dans les cas que j'ai rencontrés, les problèmes de consentement concernent plutôt des femmes qui ont été mariées jeunes. Et donc qui étaient quand même beaucoup plus sous l'influence de leurs parents que des femmes qui se mariaient à 25 ans. Et donc ça, c'est vrai que ça change quelque chose. Et puis c'est vrai que l'écart moyen entre les époux est 3 ans en France à cette époque-là. Et quand il y a des problèmes, des problèmes d'inimitié très graves et de non-consentement, les écarts d'âge sont plus grands, en moyenne 8 ans. Et donc ça montre aussi ça montre que l'âge est un facteur dans la façon dont les unions sont vécues. Et donc voilà. Et donc j'ai quand même des femmes là qui sont mariées à 15 ans. Donc des mariages qui sont préparés à 13 ans, 14 ans. Et dès qu'elles ont 15 ans, elles sont mariées. Et pour le droit canonique, c'est 12 et 14. 12 et 14. Mais bon, de fait, en France, ça ne s'applique pas puisqu'il faut se marier civilement avant. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi aussi, j'avais une petite question liée à... c'est vrai que c'est difficile de croire que personne ne parlait aux femmes de ce qui allait se passer lors de la nuit de noces. Vous disiez qu'elles étaient quand même entourées de nounous, de domestiques, de sœurs. Alors, c'est vrai que ça doit être difficile de trouver des traces par rapport à ça, mais même le fait de voir leur sœur, leur cousine qui était enceinte, c'est difficile d'imaginer que vraiment, elles entendaient absolument rien du tout autour de ce qui allait se passer. Est-ce que vous pensez pas quand même qu'il y a une sorte de tradition orale, justement, qui était spécifiquement orale pour pas laisser de traces, qui se faisait quand même à cette époque? Ça dépend. On peut très bien voir une sœur enceinte et pas comprendre comment elle est devenue enceinte. Et il y avait quand même comment dire, il était quand même souhaitable qu'une femme déjà mariée n'explique pas comment ces choses arrivent. Et donc ça, on le voit dans à la fois les romans, les manuels conjugaux, le fait qu'il n'y ait pas forcément cette explication. Alors parfois, elles existent, et même dans les témoignages que je montre, que j'étudie, il y a des femmes qui montrent qu'elles n'étaient pas ignorantes et qui expliquent qu'elles ne l'étaient pas. Souvent, celles qui, en plus, ont affaire à des hommes impuissants, elles expliquent, elles disent « Je lisais des manuels médicaux, ma famille m'avait expliqué, j'en avais parlé à ma sœur ». Ça arrive parfois. Parfois, ce sont aussi les institutrices
qui expliquent, institutrices qui elles-mêmes sont rarement mariées et parfois sont contre le mariage, qu'elles considèrent être une aliénation pour la femme, et vont expliquer, donc dans certains cas, ce qui va se passer ou être assez claires sur le fait que ce n'est pas avantageux pour une femme, si elle veut garder sa liberté, d'être mariée. Donc on a quand même des témoignages, soit qui sont à charge contre des institutrices qui ont tourner la tête des filles, mais il y a quand même beaucoup de témoignages de femmes justement qui disent mais j'en veux terriblement à ma mère, à ma sœur, qui ne m'a pas prévenue, qui ne m'a pas dit. Voilà, donc il y a un peu de tout. Et bien sûr, il y a déjà des femmes qui avaient eu des relations sexuelles, avant le mariage. Donc ça existe bien sûr. Et il y a des femmes qui savaient aussi, qui étaient prévenues. C'est vrai que là, moi, je parle des cas où l'ignorance est dramatique et fait l'objet de procès, mais il y a aussi des cas où les femmes savent. Et parfois, où elles croient savoir, mais elles ne savent pas très bien, ça aussi, ça peut arriver, et des hommes aussi, pareil. Vous voyez bien qu'on n'a pas pu aller dans le détail, ou dans tous les détails. Bon, le livre d'Aïcha est magnifiquement écrit, parfaitement lisible, extrêmement dense, mais vraiment c'est un grand livre et un grand plaisir de lecture. Pour que vous ne soyez pas frustrés pour la journée, elle intervient au Théâtre Garonne à 19h et à 21h, donc ce sera certainement l'occasion de nouveaux échanges et de nouvelles discussions. Je dois juste vous préciser qu'aujourd'hui, en raison du match de rugby, les rencontres qui devaient se tenir au foyer du Capitole ont été redispatchées à travers la ville. Donc je vous laisse consulter le site internet ou demander aux bénévoles ici présents qui font un travail absolument miraculeux. Merci à eux. Merci beaucoup, 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 merci Aïcha. Beaucoup. Merci à vous. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée dans le cadre de la 7e édition du festival L'Histoire à venir qui se tenait du 22 au 26 mai 2024. Réalisée et mise en onde par Radio Radio.